que les gens qui en ont rien à foutre de James Bond, nous on regarde le rugby là. Quand Casino Royale est sorti avec Craig, on a réédité le roman dans la nouvelle traduction de Pierre Pevel chez Brajlon, et je l'ai lu et je me suis aperçu que c'était formidable, qu'il y avait toujours, que ça n'avait pas vieilli. En me rendant compte qu'il y avait toujours un parfum formidable là-dedans, que ça n'avait pas vieilli. Je me suis dit, est-ce que c'est la nostalgie de mon jeune temps, des années 50 et 60? Je crois pas. Il y a une odeur de Fleming qui sont extraordinaires et qui ne vieillissent pas et qui sont conservés dans les pages des livres et qui passent la traduction. Vous faites une analyse intéressante à un moment des différentes traductions qui ont été faites et justement qui peuvent prêter à dire, fonction du traducteur, l'histoire peut différer légèrement, ou du moins les expressions. D'abord, les droits étaient libres, c'est-à-dire 12 livres sur 14, puisque les deux autres avaient les droits pris par Gallimard, ils avaient traduit initialement dans la série noire avec des titres comme les titres de la série noire. Et donc, maintenant, si vous voulez, le Bond du film, du cinéma, pourrait se passer de celui des livres. Les livres existent toujours. Et puis, par contre, il y a le contrebandier du diamant, qui n'est pas une histoire de Bond, qui a été ajoutée au milieu, un essai de Fleming vers l'époque. Et puis, on avait l'autre traduction chez Brajlon. J'ai traduit certains passages, alors j'ai pris la correspondance d'Anne Fleming. Juste, qu'est-ce que la vie, justement, de Fleming, parce que vous avez pu en percevoir à travers la correspondance, notamment d'Anne Fleming, vous a appris sur le personnage James Bond, le personnage romanesque? Fleming, c'est quelqu'un qui voulait vivre une vie plus grande que la vie. Attention, vous avez des experts là. Un très caustique, il dit, comme tous les Français souffrent du froid, Royal ne tarda pas à devenir Royal les eaux. Alors ça c'est Fleming, ça fait tous les Français souffrent du froid. La plage, la plus grande du nord de la France, les tentes multicolores se pressaient en bataillons serrés jusqu'à la ligne sombre qui marque la limite de la marée haute. Je ne sais pas s'il s'agit réellement de la plage la plus longue du nord de la France, mais c'est justement ce que je disais, chez Fleming, c'est la plus grande. Le café Montagne Bleue est le meilleur du monde. Et Montreuil 5, Royal les Eaux 10, le Touquet 15. C'est-à-dire qu'on est en plein dans le mélange de réalité et d'imaginaire. Et ça, c'est pour un romancier, c'est quelque chose d'assez jouissif. Alors ça continue, il écrit, il finit par se décider pour Montreuil. Puis, la route de Royal s'ouvrait sur la gauche après le passage à niveau. Or, le tournant à gauche dont il est question, à quelques kilomètres de Montreuil, dont le nom usuel est Montreuil-sur-Mer, ça amène ici ce qu'on retrouve dans les romans. Goldfinger, avec son sinistre homme de main, Hot Job, il va décoller de Ferryfield Airport pour le Touquet avec leur avion qui transporte la Rolls de Goldfinger, la Rolls-Royce Silver Ghost, modèle 1925. Alors à noter, modèle 1925, c'est pas indifférent, parce que c'est le modèle le plus perfectionné, puisque la production de ce modèle s'est arrêtée justement en 1925. Donc, c'est le modèle le plus perfectionné, et c'est toujours comme le Café des Montagnes Bleues, qui est le meilleur au monde, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il dit, il y a toujours un agent cycliste au dangereux carrefour où la départementale numéro 38 venant du Touquet rejoint la nationale 1. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours un agent cycliste aujourd'hui. C'est un agent cycliste, vraiment cycliste. À l'époque, ils étaient à bicyclette avec une cape imperméable, on les appelait les hirondelles, sur le dos. On parlait de la correspondance de sa femme tout à l'heure, de son épouse Anne Fleming. Dans sa correspondance, je retrouve un petit passage, elle écrit, elle se souvient, « Je pense que Yann était heureux quand nous deux et la Thunderbird volions de Leeds au Touquet. La douane ayant libéré la voiture, il l'a garée devant le restaurant de l'aéroport où nous mangeons une omelette très baveuse. » Il a vécu les choses au Touquet, il prend l'avion, il débarque. Un jour, justement, il va au Touquet, au casino, il va jouer au casino, au Fleming, et il gagne 500 livres. 500 livres de l'époque, c'est une somme. Et alors, il imagine une chose, comme la première du film Bon baiser de Russie devait avoir lieu bientôt, il imagine de donner un dîner après la première, et ce dîner serait constitué uniquement de caviar et de champagne. On est dans le mythe. Hein. Donc, il va chez une amie, il leur recommande d'aller à Paris, chez Pétrosian, alors il prend sa voiture du Touquet, il file à Paris avec sa femme, ils arrivent un peu tard, il achète pour 500 livres de caviar. C'est pas son problème, il n'a rien à faire des histoires de droits de douane. Ce qu'il importe, c'est de donner un dîner de caviar parce qu'il en a eu envie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'hôtel Westminster, qui est à quelques pas d'ici, j'allais dire quelques encablures. C'est cette photo mythique qui, je crois, est dans le dernier Le Monde, hein, où on voit Harry Salzman, Albert Broccoli, Ian Fleming et Sean Connery. Sean Connery tient dans sa main ce qui ressemble à un contrat anglo-saxon. Fantastique, je trouve que c'est visuel. Les romans de Fleming sont très visuels, et c'est pour ça aussi qu'on pouvait facilement les adapter au cinéma. Alors après, on a inventé d'autres choses, évidemment, toujours plus, mais... À travers le thème assez prégnant dans les romans du déclin de l'Empire britannique.
Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Et c'est vrai que c'est un thème assez récurrent, qu'on pourrait pondérer un peu, parce que c'est un déclin, à la fois une perte de grandeur, mais une revendication de la grandeur aussi. Est-ce que vous avez quelques éléments sur ce sujet? Le déclin de l'Empire britannique, oui, Fleming en souffrait. Fleming, c'est un conservateur, grand bourgeois, pas idiot pour autant. Et bon, il y a un passage, c'est vrai qu'il y a un passage dans les livres, qui a un aspect dans les livres qui a beaucoup vieilli, qu'on pourrait plus écrire aujourd'hui, qui est à la limite du racisme primaire, où il fait des remarques comme ça sur tel peuple, telle catégorie de gens, telle population, tel pays. On passe là-dessus. Je passe pas dans le livre, d'ailleurs, j'en parle. Et voilà, ça, c'est peut-être le seul aspect des livres qui est le plus vieilli par rapport à notre pensée d'aujourd'hui. On le replace dans le contexte. J'avais noté une lecture dans le contexte, permet de situer Bond dans la moyenne courante de l'homme de son temps, dont certes il ne se distingue guère. C'est-à-dire qu'il est infiniment protecteur envers les femmes, ce qui n'implique pas nécessairement le machisme, mais tout au plus une certaine forme de paternalisme. Si vous voulez rapporter aux critères du moment, j'avais prévu de dire que Bond n'est pas un abominable et stupide phallocrate. Alors c'est vrai, il dit souvent aux femmes ce qu'elles doivent faire et puis elles obéissent. Mais il faut préciser que quand il fait ça, c'est toujours en situation de danger. Et donc on peut penser qu'a priori, il est bien placé quand même pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a certains passages qu'on pourrait taxer de misogyne ou de phallocrate, c'est pas ça. C'est pas uniquement ça. Je parlais donc tout à l'heure de Motel 007. S'il imagine d'écrire un livre qui fait en gros 250 pages, je ne sais plus exactement, raconté par une femme à la première personne, d'abord c'est un défi stylistique pour un gars né en 1908, et ensuite c'est quand même que quelque part, bon, il cherche à se renouveler, de façon générale, il cherche à se renouveler de livre en livre, il ne veut pas faire la même chose, ne serait-ce que, il l'a dit, que parce que sinon il s'ennuierait trop, il détestait s'ennuyer. Alors il cherche à faire toujours autre chose. Mais au-delà du défi stylistique, il y a quand même quelque chose qui l'intéresse là-dedans, de faire écrire le roman par une femme. La narration féminine, ça suppose un point de vue. Quand Viviane Michel nous décrit ses émois adolescents et la façon dont elle a fait l'amour pour la première fois dans une loge de cinéma, au temps où il y avait des loges dans les cinémas, c'est quand même très touchant. Vous trouvez des excuses à Fleming, entre guillemets, pour s'évader, quoi. Il est sorti pendant 14 ans à l'IFPA. Et alors, les derniers sont posthumes, mais il les avait écrits en tout cas. Et sa femme se plaint dans une lettre, elle dit, en résumé, en substance, elle dit, j'en ai marre, Yann, il tape à la machine, ça fait beaucoup de bruit. Bon, c'était pas les ordinateurs, c'est une machine à écrire mécanique, ça fait du bruit. Mais enfin bon, quand il touchait des droits d'auteur, elle n'était pas contre. You again. Tu te souviens de Frédéric Maury, photographe de Platon? Oui. Oh, yeah. Very well. Yeah. Thank you. Pierrot, je vais utiliser. Ouais, vas-y. Pour la première fois depuis 24 ans depuis la sortie de ce film, Marianne Dano et John Glenn sont là pour parler de ce film. Marianne Dano et John Glenn. Voyage pour Marianne qui arrive de Saint-Malo, je ne dis pas le grand titre. Merci Marianne d'être avec nous, s'il te plaît. John, please. 24 years. Moi, c'était un peu une vision que j'avais eue de vous revoir tant d'années après, 20 ans, plus de 20 ans après, tous les deux, pour parler de ce film, et puis parler d'autres choses, de James Bond, bien évidemment. Et merci à tous les deux d'être venus nous rejoindre ici au Touquet. Mariam. Thank you for both of us coming over. Mariam, qu'est-ce que 20 ans après, 24 ans après, on parle encore de James Bond, de ta carrière, tout ça, qu'est-ce que ça représente autant de temps après? Des souvenirs merveilleux, chaleureux, d'une équipe formidable, dont John, un metteur en scène vraiment super avec les acteurs et toute l'équipe. Mais c'est comme si c'était un rêve. Ensuite, j'ai fait ce documentaire, donc sur les James Bond Girls, et c'était se retrouver avec les femmes qui ont eu leurs expériences. It's our silver wedding anniversary, isn't it? Yes, silver wedding anniversary.
la même question peut-être pour John. Same question. What are the best memories of this time for you? What was of the film? First of all, welcome everyone, and I feel I really get to know you people quite well. And I must say that the fondest memories on that film was when we were on the ski slopes. Marion on one side and Tim in the other, and me skiing on the side. I enjoyed it because I love skiing, and I love skiing alongside the actors. A few years previously, when I was known as the ski director, I couldn't ski, but in the intervening period I learned to ski, and it was nice to be able to keep up with the action. Je traduis. John dit que son souvenir le meilleur sur le film, c'était quand on a tourné dans les montagnes et que j'étais sur le violoncelle, la caisse du violoncelle, et qu'on descendait dans les montagnes. Parce qu'il adore skier, donc il était là en train de mettre en scène sur ses skis. Et on a passé, je crois, 3 jours, 3 days, no? Doing all of that sequence. It was 3 days, I think. Yeah. Pendant 3 jours. And it was below freezing, wasn't it not? All the time. Ouais. Moins 0. It was chosen because it was really the coldest lake in Austria, because it faced east, and the winds would come down and freeze the lake. But in spite of that, we almost lost the car when the ice cracked, and we only just saved it. Où il y avait ce lac gelé pour pouvoir faire les scènes. Mais il y a un moment donné où ils ont failli perdre the Aston Martin, la voiture, parce qu'il y a eu une énorme faille dans le lac gelé. Et ils ont eu tous très peur, mais ce n'est pas arrivé. Parlons un peu de ce nouveau James Bond. Let's talk about this new James Bond, Timothy Dalton. What memories with Timothy as a director, as an actor too? Well, Timothy was a terrific actor. There's no doubt about that. He was probably the best actor we've ever had in the role, and it's a shame really we didn't do more than 2 with him, because I think License to Kill was even better, and he was getting better and better in the role. Et John dit que Timothy Dalton était son préféré Bond, dans le sens, enfin c'est le meilleur acteur qui ait joué Bond, parce que c'est un acteur de théâtre et qui a vraiment créé le personnage de Bond comme dans les livres, et qu'il était déçu que Tim n'ait pas fait le 3e Bond, 4e, 5e, mais les studios en Amérique n'étaient pas fous de Tim, et ils ont voulu un autre comédien pour jouer le rôle. Mais je crois aussi, it was a box office thing, wasn't it? Yeah. Et que, point de vue box-office, on dit box-office en français, oui. Je pense que c'était pas aussi élevé qu'avec Roger Moore, et donc ils ont voulu changer, et les studios ont toujours très peur. Justement, on sait qu'il est arrivé sur le film, entre guillemets, un peu au dernier moment, puisque Pierce Brosnan n'a pas pu tourner le Bond, et on sait aussi qu'il a été longtemps sur le tournage en recherche pour rentrer dans le personnage. Est-ce que vous avez constaté ça, vous, sur certaines scènes, sur cette espèce d'introspection dont il avait besoin pour rentrer dans le rôle, pour que Bond vienne à lui, en quelque sorte? Oui, non, moi, bien sûr, Tim était toujours en train de penser au rôle et de le travailler. Il voulait reprendre le rôle classique tel qu'il était écrit dans les livres de Ian Fleming.